Bonjour, Bonjour bonjour à à toutes tous. et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va attendre encore quelques instants, voilà, le temps que tout le monde se connecte. Bonsoir. Alors ça y est, on voit que tout le monde se connecte de régions très très différentes. Ça fait toujours très plaisir. Bonsoir. Alors, bienvenue à tous et à toutes pour ce 61e déjà webinaire de l'APPEA. Euh, alors, euh, Ça y est, je pense que tout le monde arrive. Alors, merci beaucoup de votre présence ce soir et de votre participation qui contribue grandement à l'accomplissement de tout le travail fait à la PPEA. Alors, ce soir, nous sommes très honorés et ravis de recevoir Albert Moukébert pour ce webinaire sur la question des biais cognitifs en psychothérapie. Donc, c'est une question qui concerne tous les praticiens que nous sommes, quel que soit le cadre d'exercice dans lequel nous évoluons, parce que nous sommes toujours amenés à nous demander comment la manière dont nous percevons les patients influence le travail réalisé auprès de ces derniers. Donc, Albert, encore merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et de nous permettre comme ça de prendre le temps de réfléchir sur cette question vraiment fondamentale qui jalonne la relation entre le patient et le clinicien. Alors, Albert, vous êtes docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Vous êtes également enseignant à l'Université Paris 8 et auteur de deux ouvrages. L'un publié en 2019, intitulé Votre cerveau vous joue des tours, et l'autre publié l'année dernière, intitulé Neuromania. Simplement, avant de vous donner la parole, je vais laisser mon collègue Vincent Hamelot, qui anime le webinaire avec moi ce soir, pour vous donner quelques éléments techniques pour que ce dernier puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Voilà, donc, comme d'habitude, si vous êtes des habitués des webinaires, vous retrouverez des informations que vous connaissez déjà. Le webinaire est enregistré avec un accès en replay dès demain sur notre site appea.org. On vous mettra également le PDF du support PowerPoint de ce soir. Un rappel qu'on fera si besoin, nous ne pouvons pas délivrer d'attestation de formation ou de suivi pour ce format de webinaire gratuit. Donc si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'une attestation, vous pouvez toujours enregistrer le mail d'information de connexion que vous avez reçu et faire une capture d'écran pendant le webinaire. Voilà. Au cours de ce webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions ou vos remarques à l'intervenant dans le volet discussion ou chat. On reprendra ou on fera une synthèse à la fin avec Théodore de Mascarel qui est ici présent. Et on vous présentera tout ça avec Albert Moukébert en deuxième partie. Même si vous pouvez également, il y aura peut-être quelques réponses qui seront données au cours du webinaire au fur et à mesure, de manière à permettre aussi plus de temps pour l'exposé de ce soir. Quand vous posez des questions, quand vous faites des remarques, n'oubliez pas dans le volet chat à bien vérifier que vous avez bien indiqué à tout le monde et pas juste aux tes panélistes dans la petite zone A qui est au-dessus de votre message. Ça permet à tout le monde de voir que vos questions et vos remarques, de façon à ce qu'elles ne soient pas posées ou amenées plusieurs fois si besoin. Et puis, voilà. Donc, du coup, je pense que j'ai fait le tour des éléments. Donc, du coup, je vais laisser la main à Albert Moukébert. Merci beaucoup, Vincent et Caroline et Théodore. Bonsoir à tous et à toutes. Petite précision, j'ai écrit un troisième livre, personne n'en parle parce que c'est un livre pour enfants. Et donc, vu que c'est des psychologues d'enfants, qui s'appelle Le cerveau pas bête, c'est chez Bayard Jeunesse, où c'est des enfants de CM1 et CM2 qui ont posé des questions autour du cerveau. J'y ai répondu avec des illustrations et des trucs comme ça.
On l'a mis Je à fais la fin une du diaporama, auto-promotion. pour le rappeler, effectivement. Euh, mais parce que pour une fois, c'est des psys qui voient des enfants et des adolescents, donc je le fais. Mais en général, c'est des adultes, donc je ne le mentionne pas. Bah, merci beaucoup. Euh, donc aujourd'hui, on va parler des biais dans l'entretien clinique. Euh, Avant de commencer, il y a quelque chose que vous allez me voir faire. Vous allez trouver ça bizarre, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais. Parfois, je vais regarder là, parfois, je vais regarder là, parfois, je vais regarder là. Je suis pas en train de faire autre chose. Il n'y a pas des gens derrière mon écran avec qui je suis en train de parler en même temps. C'est juste que j'ai plusieurs écrans et ça me permet de suivre plusieurs choses. Ici, j'ai le chat. Donc voilà, je vous mets bonsoir ou bonjour, selon où vous êtes sur la Terre. Et ça me permet de prendre vos questions un peu au fil de l'eau. Si je suis en train de dire des choses qui ne sont pas très claires, etc., vous pouvez m'interpeller. Et, euh, et on les fera au fil de l'eau. On fera des questions-réponses à la fin aussi, mais c'est plus vivant et c'est mieux euh, de parfois rebondir. Parfois, vous avez une question au début du webinaire, mais quand on arrive à la fin, vous l'avez oublié. Mais c'est dommage. Donc, n'hésitez pas à poser au fil de l'eau. Si je ne les vois pas, il y a Théodore qui regarde et qui s'assurera que rien n'échappe à sa vigilance. Euh, Ici, c'est l'écran que je vais vous partager, parce que si vous faites des webinaires, ne partagez jamais votre écran principal. Vous savez jamais qu'est-ce qui pourrait se passer par un malheureux clic de souris. Donc, j'ai un écran dédié à être partagé où il n'y a rien dessus. Et ça, c'est mon ordi où je peux faire semblant de vous regarder droit dans les yeux. Euh, donc, sans transition, je vais partager mon écran dédié au partage d'écran et on pourra commencer. Hop. Normalement, là, vous voyez tous une sorte de fond d'écran avec un cerveau au milieu. Euh, et là, normalement, vous allez voir mes diapos. C'est bon. Très bien. C'est bon. Parfait. Donc, chat, vous, moi. Euh, Notre webinaire va être divisé en plusieurs parties pour pouvoir comprendre déjà. Donc, il y a les biais cognitifs en psychothérapie. Donc, il faut déjà comprendre c'est quoi les biais cognitifs. Je ne sais pas qui a une connaissance de ce terme et qui le comprend quand. Donc, c'est comment. Donc, c'est tout le temps mieux d'avoir une sorte de base commune des concepts qu'on manie. Donc, la première partie va être une sorte de euh, résumé des bases de notre cognition. En gros, comment est-ce que notre cognition fonctionne et pourquoi est-ce qu'on a des biais? C'est quoi les biais? Est-ce que les biais sont quelque chose de mauvais? Est-ce que les biais sont quelque chose de bien? Donc ça va être peut-être les premières 20 minutes de notre séminaire. Puis on va faire une sorte de mini détour sur les troubles mentaux et se demander est-ce que les troubles mentaux sont comme les autres troubles? Euh, et une fois qu'on a répondu à ça, on pourra zoomer un peu plus sur euh, les biais spécifiques à la pratique thérapeutique. En gros, c'est les biais dans la prise de décision médicale euh, sur lesquels on va revenir. Et effectivement, vous pouvez poser vos questions sur cet onglet. Euh, Merci, Théodore. Donc, je vais me lancer. Avant de rentrer dans les bases de notre cognition, je vais vous faire genre une sorte de règle générale de la cognition qui est hyper centrale si vous voulez comprendre euh, comment ça fonctionne, ou en tout cas comment est-ce qu'on pense que ça fonctionne. C'est vraiment une sorte de règle générale de notre cognition. C'est quelque chose qui est tout le temps là. Ça peut paraître bizarre, mais vous allez le voir. Et cette règle générale, c'est qu'on est tous et toutes tout le temps en train de baigner dans ce qu'on appelle un certain degré d'incertitude. En fait, il y a tout le temps des choses qui nous échappent. Et c'est dû à trois facteurs principaux. Les deux premiers sont liés à notre fonctionnement. C'est qu'on a des ressources très limitées. Là, je vous parle depuis 1 minute 54 et je serais incapable, aussi bien vous que moi, de répéter exactement ce que j'ai dit. Notre perception est partielle. On ne reçoit pas toutes les informations qui viennent dans notre cerveau. Et le monde est complexe. C'est-à-dire, si toute notre vie, c'était une pièce et on vivait 400 ans, peut-être qu'on pourrait pallier à ce manque d'informations. Et ça nous fait arriver, comme je vous disais, à une sorte de règle générale de la cognition, c'est qu'on baigne tout le temps dans un certain degré d'incertitude. On appelle ça l'incomplétude informationnelle. Mais quand on vit notre vie quotidiennement, il y a quelque chose qui nous cache cette incomplétude informationnelle. On n'a pas l'impression qu'on baigne dans des trous. Mais en fait, on baigne dans des trous. Et donc, la première partie que je vais faire, c'est d'essayer de vous montrer qu'est-ce que je veux dire par cette incomplétude informationnelle. Et surtout, on va s'intéresser à comment est-ce que cette incomplétude informationnelle, qui encore une fois est tout le temps là, on va voir que ça change, le niveau change, mais elle est tout le temps là. Comment est-ce que cette incomplétude informationnelle nous impacte?
Et comment est-ce que ces mécanismes qui nous invisibilisent l'incomplétude informationnelle ont un effet assez important sur notre fonctionnement. Et puis on verra comment est-ce que ça nous impacte dans une pratique clinique. Pour faire ça, on va faire ça en plusieurs étapes. On va au début s'intéresser à notre perception, parce que pour pouvoir interagir avec le monde, il faut le percevoir. Une fois que j'ai perçu le monde, on a tendance à l'interpréter. Oui, vous auriez accès à la présentation PPT. Euh, une fois que je l'ai interprété, souvent on veut le communiquer à autrui, parce qu'on est des animaux sociaux. Et tout ça baigne dans un environnement. Donc on va faire ces quatre étapes pour voir qu'est-ce que ça peut nous apprendre et comment est-ce que ça peut être utile pour une pratique clinique, notamment avec les enfants. Parce que vous allez voir dans les mécanismes de complétion de cette incomplétude, les enfants ont une manière assez particulière de faire qui peut parfois rendre la pratique clinique avec les enfants plus difficile pour des adultes. Et donc, on va commencer par notre perception. Notre perception, c'est tout simplement nos sens. Et s'il y a des neuropsies ici, vous le savez, mais s'il n'y a pas de neuropsie, peut-être les cliniciens et les cliniciens le savent aussi, mais on n'a pas cinq sens, on en a 10. C'est souvent quelque chose que j'explique quand je fais pour le grand public, mais j'imagine qu'ici tout le monde le sait. On a nos cinq sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Il y en a les cinq autres sens, je ne vais pas vous faire la devinette, mais les cinq autres sens, c'est la proprioception, l'orientation de mon corps dans l'espace, l'équilibroception, l'oreille interne et ma vue, la thermoception, la chaleur, c'est pas du tout le toucher et la chaleur, l'interoception, sentir mon corps de l'intérieur, donc avoir une crampe, sentir mon cœur battre fort, je sais pas, avoir une indigestion, se sentir ballonné, tout ça, c'est pas du toucher, c'est notre interoception. Et enfin, notre nociception, s'il y a un dégât qui arrive à mon organisme, c'est ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle une émotion qu'on appelle la douleur. Ce serait trop compliqué pour dire pourquoi est-ce qu'on considère la douleur comme une émotion et pas de la nociception, mais si ça vous intéresse, on pourra parler un peu de la douleur euh, aux questions-réponses. On a 10 sens et les 10 sens fonctionnent pareil. On a des récepteurs spécifiques. Et si vous avez fait vos diplômes il y a plus de 5 ans, en gros avant 2015-2014, comment vous avez compris la perception probablement ressemble à ça. Si je mets cette image à l'écran, il ne veut pas mettre l'image à l'écran, il va mettre l'image à l'écran. Euh, Je vais vous expliquer comment on vous explique la perception. On va utiliser la vue. C'est la même chose pour tous les sens, on va utiliser la vue. Mais comment on vous a probablement expliqué la perception, c'est il y a des photons de lumière qui sont en train de sortir de votre écran. Ces photons de lumière sont en train d'arriver à votre rétine. Votre rétine est une membrane qui transforme l'information de ces photons de lumière en un signal électrique. Ce signal électrique va voyager le long de votre nerf optique avec votre cortex occipital qui va recréer l'image, l'envoyer au cortex préfrontal et vous voyez l'image. Voilà, votre cortex frontal, c'est pas très important. En gros, pour notre cerveau est en train de reconstruire le monde grâce à nos sens. Et on avait même identifié quelle zone fait quoi à peu près, ou quels réseaux neuronaux font quoi. Il y a une zone pour les couleurs, la forme. Donc, si vous êtes en train de regarder un objet complexe, la forme inférotemporale s'occupe, pardon, l'aire inférotemporale s'occupe de la forme, la quatrième aire visuelle associée de la couleur, la première aire visuelle associée de l'orientation, la cinquième aire visuelle associée du mouvement. Et c'est comme ça qu'on a appris à la fac la perception. C'est comme ça que moi je l'ai appris, etc. Sauf que ouais, à partir de 2014-2015, on s'est dit qu'il y a un truc qui allait pas avec cette vision des choses. Donc, cette vision des choses s'appelle le traitement de l'information en bottom-up. C'est en anglais. Pourquoi proprioception et équilibroception sont séparés? Ils ne sont pas vraiment séparés. Dans Neuromania, je les sépare pas. J'ai eu plein de remarques de gens qui travaillent sur la perception qui me disent non, non, il faut les séparer. Donc maintenant, à l'oral, je les sépare et à l'écrit, je les sépare pas. Mais vous pouvez ne pas les séparer. Et vous pouvez les séparer. C'est comme vous voulez. C'est vraiment les deux que vous pouvez mettre ensemble ou pas. Parce que dans la proprioception, bah, il y a parfois l'oreille interne, mais pas juste. Et l'équilibroception, c'est vraiment l'oreille interne. Donc, c'est des débats qui sont pas. Genre, vous pouvez les séparer ou pas, les deux sont acceptables. Et donc, on appelle cette vision de la reconstruction du monde le traitement de l'information en bottom-up. Bottom-up, ça veut dire du bas vers le haut. En gros, c'est l'histoire que je viens de vous raconter. Des données sensorielles arrivent à votre rétine. Là, c'est la vue, encore une fois. Ces données sont transmises au cortex associé, donc le cortex occipital en l'occurrence. Ces données sont traitées et créent l'expérience du champ visuel. Et comme je vous ai dit, il y a 5, 6, 7, 8, 9, je sais pas c'est quand la date exacte, c'est vraiment plusieurs articles qui sont sortis l'un derrière l'autre. On a réalisé que c'est pas possible, en fait, qu'on fonctionne comme ça. Par exemple, si je remets l'image de tout à l'heure, vous avez tous et toutes deviné qu'on est dans une voiture, que c'est un pare-brise, qu'il pleut, qu'il y a probablement d'autres voitures qui sont en train d'aller assez vite, peut-être 120, 130 km/h si vous êtes en France. Euh,
quand on a fait des calculs de la propagation du signal neuronal de la rétine au cortex occipital pour envoyer machin, machin, on ne devrait pas pouvoir vraiment survivre ces situations si on est juste en train de reconstruire. Et donc, on a proposé une nouvelle hypothèse, que le cerveau n'est pas juste en train de reconstruire. Donc, il y a encore cette partie de reconstruction, ne me comprenez pas mal, je suis pas en train de dire que c'est pas vrai, c'est juste que c'est une vision tronquée de notre perception, et probablement, à côté, notre cerveau est en train de faire autre chose. Notre cerveau est aussi en train de prédire le réel. Mais c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Notre cerveau n'est pas juste en train de prédire dans le futur, notre cerveau est en train de prédire dans le présent. Et ça paraît bizarre, donc je vais prendre 2 minutes pour expliquer qu'est-ce que je veux dire par notre cerveau prédit le présent. Euh, Si je vous montre cette image et je vous demande quelle est la taille de ces voitures, genre quelle est la voiture la plus grande, quelle est la voiture moyenne, quelle est la voiture petite, vous allez me dire intuitivement, si je vous demande ce que vous voyez, pas ce que vous croyez, intuitivement, vous allez me dire que ça c'est la plus petite voiture, ça c'est la voiture moyenne et ça c'est la grande voiture. C'est une illusion d'optique, je pense que tout le monde s'en doute. Ces trois voitures font exactement la même taille, je peux vous le prouver. C'est exactement la même chose. Et maintenant que je vous ai prouvé que c'est exactement la même chose, ce qui est intéressant, on appelle ça les effets qui non-collapsible, qui s'effondrent pas. En fait, ça change rien. Vous voyez encore la voiture du haut comme plus grande que la voiture du milieu, qui est plus grande que la voiture du bas. Si notre perception était juste du bottom-up, il n'y a aucune raison que cette illusion fonctionne. Genre, des photons de lumière sont en train de sortir, touchent ma rétine peut les recalculer et reconstruire l'image, et elle doit reconstruire l'image comme si les trois voitures font la même taille. Il y a quelque chose qui est en train de créer cette illusion. Et cette création de l'illusion, c'est ces mécanismes prédictifs dans le présent qui sont en train d'avoir lieu. Il n'y a rien à prédire dans le futur, là, c'est vraiment dans le présent. En fait, je vous ai dit qu'on a une incomplétude informationnelle. En fait, on bouche l'incomplétude informationnelle avec nos connaissances du monde. Et la connaissance qui explique cet effet, ça peut être des connaissances implicites, hein. C'est que pour évaluer la taille des choses, notre cerveau va apprendre quand on est, là aussi s'il y a des neuropsychologues ou même des psychologues, là tout le monde devrait connaître ça, quand on est, les premières 3 ans de vie, en gros, c'est apprendre les règles du monde physique dans lequel on vit. C'est-à-dire, par exemple, on va acquérir la théorie de l'esprit entre les 2 ans et demi et 4 ans et demi. Vous allez acquérir la permanence des objets entre 4 mois et 8 mois, que dans le monde dans lequel on est né, l'univers dans lequel on est né, si je prends un objet et je le mets quelque part, il reste la permanence des objets. Et vous allez apprendre une autre règle fondamentale de notre univers, c'est que les objets, au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de nous, bah, ils rapetissent. Et là, votre cerveau voit quelque chose qui est assez étrange. Vous avez un objet qui est loin de vous, mais qui a la même taille que l'objet qui est proche de vous. Votre cerveau va faire une sorte de déduction que si cet objet est plus loin que moi, est plus loin de moi, mais maintient sa taille, c'est que dans le réel, il est beaucoup plus grand. Et donc, votre cerveau va agrandir la voiture pour qu'elle soit cohérente avec ces règles fondamentales de l'univers que vous avez appris depuis que vous êtes tout petit ou toute petite. D'ailleurs, si ce dessin n'est pas dessiné en perspective, avec une ligne de fuite, etc., l'effet ne marche pas. C'est vraiment la manière dont c'est dessiné, parce que ça respecte la perspective du monde réel, que cet effet fonctionne. Et donc, c'est ça, les lignes violettes que vous allez voir. C'est les lignes de fuite, pour ceux qui connaissent le dessin. Et donc, votre cerveau se dit, bah, j'ai un objet qui fait la même taille, mais qui est plus loin. Donc, dans le réel, il est plus grand. Parce que ce qui compte pour mon cerveau, c'est pas le réel, mais c'est comment est-ce que je dois agir. Et donc, on a découvert que notre perception, c'est deux mécanismes, pas un seul. Le mécanisme bottom-up, la réception de l'information sensorielle qui assemble et qui intègre, mais il y a un deuxième mécanisme qui vient compléter ces informations manquantes, qui est ce qu'on appelle les mécanismes top-down. Le cerveau qui projette sur la rétine pour changer ce qu'on voit, ou vous utilisez vos modèles mentaux euh, pour interpréter, compléter l'information sensorielle. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel j'ai déjà interagi? Si vous voulez savoir, par exemple, si vous voulez vraiment ressentir dans votre chair, comme on dit, les mécanismes top-down, je vais vous donner un exemple très bête, très basique. Si vous regardez votre écran maintenant, si vous n'avez pas de problème de vue, vous le voyez probablement en couleur. Ça ne devrait pas vous surprendre. Par contre, ce qui devrait vous surprendre, c'est que votre vision périphérique est aussi en couleur. Sauf que quand on regarde sur la rétine, dans notre vision périphérique, on n'a quasiment pas de récepteur de couleurs. Toutes les couleurs que vous voyez dans votre vision périphérique, c'est des couleurs top-down que votre cerveau est en train d'inventer. C'est pas vraiment, il les invente, on parle plutôt d'hallucination. Et Anil Seth, un des plus grands chercheurs qui travaille sur la conscience, parle d'hallucination contrôlée. On est en train un peu d'halluciner le monde, mais avec des règles très contrôlées qui nous permettent de fonctionner les uns avec les autres. Véronique dit théoriquement, plus c'est loin, plus c'est petit. Exactement, plus c'est loin, plus c'est supposé être petit. Mais là, vous avez un truc qui est plus loin, mais qui n'est pas plus petit. Donc votre cerveau se dit, il est plus grand et il l'agrandit.
Il écrase un peu le réel pour que ça fasse sens avec ce truc de plus c'est loin, plus c'est petit. Là, c'est plus loin, mais c'est pas plus petit. Ça garde la même taille, donc c'est probablement grand. Et Lynch adorait tout ce qui est top-down, bottom-up. Enfin, il préférait les top-down au bottom-up. Tous les films de Lynch. Par exemple, les tests projectifs. Si on parle un peu de psychoclinique, les tests projectifs, c'est que du top-down. Si on montre un stimuli où il manque de l'information, et la personne va, elle, mettre de soi dans le monde. Et donc, on a cette hallucination contrôlée. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que au niveau perceptif, boucher des trous un peu comme ça. Donc, si on recrée le signal sur ma rétine, il ne ressemble pas du tout. euh, euh, Vous n'avez pas eu le temps de recopier bottom-up. Voilà. Attendez. Il ne ressemble pas du tout à ce que vous êtes en train de voir. En fait, ce que vous êtes en train de voir, votre expérience sensorielle du monde, c'est le mélange de deux images. Une image qui vient de l'extérieur, qui est complétée par l'info, ou parfois écrasée par l'information qui vient de l'intérieur, et ça crée un champ visuel homogène. Donc, et malheureusement, je ne peux pas dire à mon cerveau, est-ce que tu peux me montrer juste le signal bottom-up ou est-ce que tu peux me montrer juste le signal top-down? Les deux viennent coller l'une à l'autre. Et donc, ça crée cette hallucination contrôlée, comme l'appelle Nielsen. Donc ça, c'est pour notre perception. Maintenant, on va commencer à rentrer dans notre interprétation et voir comment tout ça a des conséquences euh, sur nos opinions, sur notre pratique clinique, etc. Et on va faire le saut entre notre perception et notre interprétation avec une autre illusion euh, qui va nous permettre, encore une fois, de faire la liaison entre la perception et l'interprétation. Mais cette illusion est la suivante. Je veux vraiment que vous ressentiez vos mécanismes top-down. Et cette illusion le fait très bien. On n'est pas dans une même pièce, mais si on était dans une même pièce, vous êtes en train de regarder votre écran, et là, vous êtes divisé en trois groupes. Je vais vous dire c'est quoi les trois groupes. Alors que vous regardez la même chose. Donc, c'est les mêmes photons de lumière qui sont en train de sortir de vos écrans, qui sont en train de toucher vos rétines, mais vous êtes en train de compléter cette information de trois manières différentes. Il y a des gens qui sont en train de voir cette danseuse tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a des gens qui sont en train de voir cette danseuse tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il y a des gens qui sont en train de la voir changer de sens. Cette différence entre les gens qui la voient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou qui changent de sens, c'est que du top-down. Le bottom-up, il ne change pas. C'est les mêmes photons de lumière qui sont en train d'arriver chez tout le monde. Je vais vous le montrer, puis s'il y a des personnes pour qui c'est pas en train de marcher, on va faire en sorte pour que ça marche pour tout le monde. Si vous regardez à droite puis au centre, la danseuse du centre va tourner dans le sens des inverses des aiguilles d'une montre. Donc par exemple, Julien était dans le team sens des aiguilles d'une montre. Si vous regardez maintenant à droite ou à gauche, Julien, vous allez passer dans le team sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je fais ça, la team sens inverse des aiguilles d'une montre va commencer à revenir dans la team sens des aiguilles d'une montre. Ah, Morgane, vous avez toujours les voitures de votre côté, c'est qu'il y a un problème de votre côté, je pense. Là, on n'est plus sur les voitures depuis un moment. Oui, il y a un petit bug. Peut-être vous pouvez Ah oui, vous connecter, vous reconnecter. si vous êtes dans le train, je connais. Bon courage. Euh, donc là, gauche, centre, sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si vous voulez que tout le monde soit team, je peux changer quand je veux, comme je veux. Si vous regardez à droite puis au centre, elle tourne dans un sens. À gauche puis au centre, elle tourne dans un autre sens. Et vous pouvez la changer comme vous voulez, quand vous voulez. Si vous voulez un truc assez... Donc la danseuse à gauche tourne tout le temps dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous ne pouvez pas la faire changer de sens. La danseuse à droite tourne tout le temps dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous ne pouvez pas la faire changer de sens. Il y a une seule manière de la faire changer de sens, c'est d'utiliser le fait que notre vision périphérique est vraiment pourrie. Si vous regardez juste la danseuse à gauche, dans votre vision périphérique, les trois danseuses tournent dans le même sens. Donc votre cerveau écrase le réel parce qu'il manque de ressources. Donc il pallie en top-down. Et en top-down, il se dit, je ne vais pas me faire chier à faire tourner dans deux sens différents, c'est trop coûteux. Tout va tourner dans le même sens et ne me prenez pas la tête avec ça. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi? Par exemple, si je vous montre ce stylo, il n'y a pas des gens qui le voient stylo et d'autres gens qui le voient tasse à café. Pourquoi est-ce que cette danseuse, on peut la voir de deux manières différentes et pas ce stylo ou pas les danseuses à gauche et à droite? Et la raison, on l'a déjà dit, c'est qu'elle manque d'informations. Elle est incomplète. C'est de l'information incomplète, c'est une représentation visuelle de notre vie. Information incomplète. Dans ce cas-là, l'information incomplète, c'est qu'on n'a pas de marqueur de profondeur. Votre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière parce qu'il n'y a pas de marqueur de profondeur. Vous avez un mouvement en 3D et pas de, 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 de ligne de profondeur. Le nom technique de cette danseuse, pour ceux qui aiment la littérature scientifique, s'appelle un stimuli ambigu. Et dans le cas de notre danseuse, c'est un stimuli ambigu bistable. Il n'y a pas de profondeur, pas de perspective, pardon. Il n'y a pas de profondeur. Vous n'avez pas de marqueur pour vous dire si la jambe passe devant ou derrière
à gauche et à droite. Donc, c'est un stimuli ambigu bistable parce qu'on peut le stabiliser de deux manières. Et à gauche et à droite, vous avez les versions stabilisées. On a rajouté des marqueurs de profondeur qui fait que maintenant, vous voyez la jambe bleue passer devant, puis derrière. Et là, vous voyez la jambe rouge passer derrière, puis devant. Et votre cerveau, quand il est face à un stimuli ambigu, ben, il le stabilise. Soit il le stabilise un peu, ce serait trop compliqué, mais en général, la majorité des gens stabilisent dans le sens d'aiguille d'une montre. Donc, ça vous stabilisez avec, par rapport à vos a priori. Soit vous pouvez stabiliser par rapport à des a priori beaucoup plus immédiats. Si vous regardez quelques millisecondes ici, vous allez former euh, vous allez former ce qu'on appelle un a priori visuel, et votre cerveau va porter cet a priori visuel et stabiliser l'ambiguïté du stimuli bistable avec l'a priori que vous venez de regarder. Si vous regardez à droite puis au centre, vous allez stabiliser avec le truc à droite. Vous voyez mon curseur de souris ou pas? Ok, super. Donc vous regardez à droite puis au centre, vous allez porter cet a priori et stabiliser avec cet a priori. Vous regardez à gauche puis au centre, vous allez stabiliser avec cet a priori. Ça ne signifie rien que vous voyez dans un sens, dans l'autre ou dans les deux. On a eu plein de trucs comme ça sur Internet. Pour ceux qui se souviennent, il y a eu la robe blanche et dorée, et bleue et noire, etc. Tout ça, c'est de la stabilisation de l'ambiguïté. Par exemple, sur la robe blanche, bleue et noire ou blanche et dorée, les a priori, on sait c'est quoi. Les gens qui se lèvent tôt passent plus de temps dans une lumière naturelle. Donc leur cerveau fait les suppositions que la robe est éclairée avec de la lumière naturelle, ce qui lui donne un teint plutôt doré et blanc. Et les couches tard passent plus de temps en lumière artificielle. Et si votre cerveau fait la supposition que c'est éclairé par une lumière artificielle, vous l'avez plutôt comme bleu et noir. Charlotte, j'aime bien la blague que tu es cerveau droit. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas de gens cerveau gauche, cerveau droit. C'est un neuromythe. Si vous voulez, on pourrait faire une conf sur les neuromythes. Ou vous pouvez lire Neuromania. Ça marche pareil. Deuxième moment d'autopromotion. Euh, Si la danseuse qu'on voit à l'écran est ce qu'on appelle un stimuli ambigu bistable, le réel, la réalité, est ce qu'on appelle un stimuli ambigu multistable. Il y a beaucoup plus de manières de stabiliser l'ambiguïté du réel que deux fois. Il y a même certains philosophes de l'esprit qui disent que c'est ça qui nous rend unique, en fait. Vous êtes unique comme tout le monde, et vous êtes unique pas dans la manière dont vous êtes en train de recevoir le monde en bottom-up, mais dans la manière dont vous stabilisez l'ambiguïté du monde. Par exemple, certains chercheurs considèrent que les traits de personnalité, d'un point de vue fonctionnel, sont des descriptions de comment une personne stabilise l'ambiguïté du monde. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire. Alors, imaginez que moi, je suis quelqu'un de jaloux. Personne ne se dit, moi, quand je serai grand, je vais être jaloux. On est jaloux, c'est une sorte de set d'a priori dans comment on stabilise l'ambiguïté de certaines situations. Donc, imaginez que moi, je suis jaloux et je suis en couple. Je prends mon téléphone, j'appelle la personne avec qui je suis en couple. Cette personne ne répond pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. C'est un stimuli ambigu. Je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. Être jaloux, c'est une description que j'aurais tendance à compléter l'ambiguïté de cette situation en me disant elle ne répond pas parce qu'elle me trompe. Ne pas être jaloux, c'est dire bah, elle répond pas parce qu'elle est occupée, elle me rappellera après. C'est quoi une personne optimiste? L'optimisme, c'est une description de la stabilisation de l'ambiguïté du futur. Le futur est par définition ambigu, il n'existe pas encore. Une personne optimiste, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté du futur en se disant ça va bien se passer. Une personne pessimiste, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté du futur en se disant ça va mal se passer. Les stimuli ambigus bistables, il y en a des tonnes. Ça, c'est par exemple le lapin-canard. Stimuli ambigu bistable aussi. Pensez à un lapin, vous voyez un lapin. Pensez à un canard, vous voyez un canard. Si vous montrez cette image à quelqu'un qui connaît les lapins, mais pas les canards, il voit que des lapins. Vous montrez cette image à quelqu'un qui connaît les canards, mais pas les lapins, il voit que des canards. Et vous montrez ça à quelqu'un qui connaît ni les lapins, ni les canards, bah, il voit des traits noirs sur un fond blanc. Et il dit, bah, qu'est-ce que vous me montrez? Pourquoi est-ce que nous utilisons le terme stabilisé? Euh, alors, il y a plusieurs termes. Certaines personnes disent stabiliser l'ambiguïté, donc qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Certaines disent réduire l'ambiguïté. Certaines personnes disent lever l'incertitude. Je sais pas, je les utilise de manière interchangeable. Aujourd'hui, c'est stabiliser l'ambiguïté. Un autre jour, ça aurait pu être réduire l'incertitude. C'est... Et donc, on peut dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que nous sommes. Mais attention, il ne faut pas tomber dans une sorte de relativisme où chacun est en train d'inventer son monde. C'est une hallucination contrôlée, il y a des règles qui régissent ça. Plus une situation est ambiguë et incertaine, et plus je peux lui attribuer le sens que je veux, et moins une situation est ambiguë et incertaine, et moins je peux lui attribuer le sens que je veux. Donc, par exemple, ce stylo, il n'est pas du tout ambigu. Vous allez être beaucoup plus en bottom-up qu'en top-down, et donc vous allez tous et toutes le voir comme un stylo. Il n'est pas ambigu. Moi, par exemple, j'ai fait ma thèse sur l'anxiété sociale. C'est la peur du jugement des autres. Et dans notre anxiété sociale, et après je prends les trois questions qui sont sur le chat, dans notre anxiété sociale, dans notre cognition sociale, pardon, on a ce qu'on appelle des ordres de pensée. On a trois ordres de pensée. On a ce qu'on appelle les pensées du premier ordre. Qu'est-ce que je pense de moi? On a ce qu'on appelle les pensées du second ordre. Qu'est-ce que je pense des autres? Et on a ce qu'on appelle les pensées du troisième ordre. Qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi?
Quand on a une anxiété sociale, les pensées du troisième ordre, qu'est-ce que les autres pensent de moi, sont tout le temps ambiguës et incertaines. J'ai jamais accès à ce que Vincent et Caroline sont en train de se dire sur ce que je suis en train de présenter. Si je suis anxieux social, je me dis, je vois dans leur regard qu'ils pensent que c'est nul et qu'ils regrettent de m'avoir invité. Mon cœur s'accélère, je commence à suer, et peut-être je ferme mon ordi et je dis, désolé, ma maison a pris feu. Et je réponds plus jamais aux mails de l'association. À l'inverse, si moi je suis pas du tout anxieux social, je suis le mec le plus arrogant au monde, je me dis, je vois dans le regard de Vincent et de Caroline qui se disent, bah en fait c'est le meilleur mec au monde, il faut l'inviter à tous nos webinaires et annuler tous les autres invités. Et entre ces deux extrêmes, où je pense qu'ils pensent que je suis nul et je pense qu'ils pensent que je suis génial, eux, ils n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est soit je suis anxieux social, soit je suis hyper arrogant. Et donc, une grande partie de la psychopathologie, c'est une modification de comment on stabilise l'ambiguïté du monde. Et parfois, quand on stabilise mal, on va appeler ça des biais. Par exemple, dans les troubles anxieux, l'anxiété, on pourrait faire tout un séminaire sur pourquoi chaque trouble fait ça comme ça, mais dans les troubles anxieux, on aura tendance à catastrophiser, à stabiliser l'ambiguïté des enjeux futurs comme ça va être mauvais, et à avoir ce qu'on appelle des biais du faux consensus. Penser que ce que je crois, tout le monde le partage. C'est vraiment ça dans l'anxiété sociale. Tout le monde pense que je suis nul, alors qu'il n'y a que moi qui le pense. D'ailleurs, avec mes patients, je leur disais, mais allez demander à votre patron s'il pense que vous êtes nul. Donc ils allaient le faire. La personne leur dit, bah non, je suis très satisfait de ton travail. Ils reviennent en séance. Je leur dis, est-ce que vous avez posé la question? Ils disent, oui, ma patronne m'a dit qu'elle est très satisfaite. Mais moi, j'ai vu qu'elle était pas honnête. Elle n'allait pas me le dire en face qu'elle pense que je suis nul. Mais ça se sent, ça se voit dans le langage corporel, dans le non-verbal. Parce que le non-verbal est ambigu, donc c'est très facile de projeter sur le non-verbal ce qu'on a envie. Et donc, la manière dont on réduit l'ambiguïté, je peux vous faire les autres pathologies si vous voulez, mais ce n'est pas le but du séminaire, mais si vous avez des questions, on pourrait revenir dessus. La manière dont on réduit l'ambiguïté du futur, du passé, des autres, va conditionner mon fonctionnement. Je vais prendre des questions et je continue. Euh, c'est un peu le réel ambigu, notre manière de l'interpréter qui façonne. C'est plutôt le contraire, c'est notre personnalité qui va façonner la manière dont on interprète le réel ambigu et donc donner le résultat. Comment on explique les différentes stabilisations? Oui, les différences interpersonnelles, mais pas juste. Donc, les différences interpersonnelles, c'est un gros truc derrière. La culture, la génération, les conditions socio-économiques, la personnalité, les traits de personnalité, les facteurs, ce fameux inné, acquis, machin, tout ce goubli-goubla. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réduire l'incertitude pour agir? En fait, on est très bon à maintenir l'incertitude tant qu'il n'y a pas d'action nécessaire. Moi, j'appelle la personne avec qui je suis en couple, elle répond pas, bah, j'ai besoin de savoir, est-ce que je la rappelle et je m'énerve en lui disant tu me trompes, ou est-ce que je pose mon téléphone et je vais faire autre chose? J'ai besoin d'agir, c'est tout. Parler de stabilisation des stimuli ambigus par les prismes de la personnalité n'entraîne-t-il pas un certain déterminisme? Non, on peut changer comment on stabilise l'ambiguïté. Vous allez voir tout à l'heure, on peut, je sais pas, imaginez que j'ai pas dormi, je suis en déprivation du sommeil, je vais être très irritable. Une interaction sociale, je sais pas, je vais dans le métro, je suis en train de sortir du métro et la personne devant moi ne me tient pas la porte et je vais lui dire, ah bah c'est bien les manières. Mais en fait, ça vient du fait que je me suis dit, il tient pas la porte contre moi parce que j'ai pas dormi, parce que je suis irritable. Alors que le lendemain, j'ai bien dormi, j'ai fait 12 heures de sommeil, je descends dans le métro, la personne ne me tient pas la porte, je ne le remarque même pas. C'est tout le temps. Dans les talks, non, c'est pas masturbation, heureusement. C'est masturbation, c'est un mot anglais du mot must. Ça s'appelle en français le piège du devoir. Je dois vérifier, sinon quelque chose de mauvais va se passer. Je dois. C'est des stabilisations de l'ambiguïté du futur en se disant, si je fais pas mon rituel, quelque chose de catastrophique va avoir lieu. Donc c'est masturbation, pas masturbation. Euh, Est-ce que je peux décrire les autres troubles? Oui, ben, dans la dépression, on a des biais de sélection et de confirmation. On se rappelle beaucoup plus des événements négatifs parce qu'on a des ressources limitées. Donc souvent, c'est avant c'était mieux, là c'est pas bien. Je vais à une soirée, il y a 9 événements qui ont lieu. 2 sont négatifs et 7 sont positifs. Je me rappelle juste les négatifs. Et dans les talks, j'ai déjà expliqué la masturbation et la pensée binaire, c'est si c'est pas parfait, c'est que c'est nul. On n'arrive plus à nuancer. Il faut que tout soit vraiment parfait. Donc les talks d'arrangement, d'ordre, etc. Et donc, la manière dont on réduit l'ambiguïté du futur, du passé, des autres conditionne notre fonctionnement. Et tout ça, on le fait un peu à la louche. On appelle ça des heuristiques. Les heuristiques, c'est des sortes de solutions approximatives. Et on ne les fait pas juste pour notre cognition, mais on les fait aussi pour notre corps. Par exemple, je sais pas, je prends ma bague et je veux la jeter et la rattraper. Je suis capable de le faire, mais si vous remarquez, je suis incapable de le faire exactement de la même manière. C'est un peu plus différent parce que c'est approximatif. Mon cerveau ne fait pas des calculs précis de la force avec laquelle je dois lever la main, le moment précis où je dois ouvrir mes doigts pour que la bague continue sa trajectoire et puis de calculer exactement. Je fais ça à la louche et parfois je me vautre et je l'attrape pas et elle tombe dans mon autre main, heureusement. C'est la même chose pour nos cognitions. Mon cerveau n'est pas en train de se dire, et maintenant qu'est-ce que je veux 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 dire. Je fais ça un peu à la louche.
et ça marche relativement bien. Comment peut-on améliorer à une stabilisation vers une optimale? Il n'y a pas d'optimale, vu que ça dépend de ce que je veux faire. Il n'y a pas vraiment d'optimale. Dans le cas des TND, notamment l'autisme, bah, il y a des stabilisations de l'ambiguïté qui s'écartent beaucoup de la moyenne et donc ça crée des incompréhensions. Rappelez-vous, c'est des hallucinations contrôlées, donc on stabilise tous relativement pareil dans des groupes sociaux, par exemple, communs ou des choses comme ça, et ça permet la collaboration et tout. Euh, et donc, quelqu'un qui stabilise complètement différemment, ça devient plus compliqué. Approximatif, mais plus rapide que de savants calculs, absolument. Donc ça nous donne un avantage de rapidité pour une perte de précision. Optimisation pour trouver un travail ou avoir des meilleurs contacts sociaux, ça dépend du travail. Et c'est pas juste la stabilisation de l'ambiguïté, c'est vraiment l'étape 1. Il y a plein d'étapes après derrière qui vont rentrer en jeu. Et donc on utilise des heuristiques et on fonctionne de manière approximative pour gagner en temps. Sauf que ces approximations, parfois, elles ne sont pas top. Et donc, il faut savoir apprendre à résister à ces pensées, à ces émotions automatiques qui viennent. Je ne suis pas en train de me dire, qu'est-ce que tu vas penser maintenant? Qu'est-ce que tu vas sentir maintenant? Ça arrive tout seul. Parfois, c'est bien, parfois, c'est pas bien. Et quand c'est pas bien, on se trompe. Et des fois, quand on se trompe, on appelle ça des biais cognitifs. Donc, des biais cognitifs, ouais, Olivier Houdet, apprendre à résister. La seule critique que j'aurais sur Olivier Houdet, c'est qu'il a rajouté une sorte de système 3 qui n'est pas vraiment nécessaire, qui est juste la métacognition, ceux qui connaissent. Euh, donc, des biais cognitifs affectent notre prise de décision. Et la première chose que je veux dire sur les biais cognitifs, c'est que ce n'est pas quelque chose de négatif. Les biais cognitifs sont tout le temps une rencontre entre une stratégie cognitive et un contexte. Et parfois, ils sont bons et parfois, ils ne sont pas bons. Je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire. Donc, on a déjà identifié des tonnes de biais. On ne va pas faire une conférence sur les biais, ça prendrait trop de temps. Et ce n'est pas particulièrement intéressant. Mais je vais juste vous expliquer ce que je veux dire par c'est positif et pas tout le temps négatif. Donc, l'optimisme. L'optimisme, c'est une stabilisation de l'ambiguïté du futur sur un registre positif. Et on a tendance à croire que l'optimisme, c'est quelque chose qui est souhaitable. On a envie que les gens soient optimistes. J'ai une petite fille de 4 ans, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit optimiste. Sauf que, imaginez, vous prenez une personne optimiste et vous l'emmenez au casino. Si vous l'emmenez au casino, cette personne optimiste, elle va jouer, elle va perdre. C'est le but d'un casino. Mais elle est optimiste. Donc elle se dit, chouette, le prochain coup, je vais me refaire. Elle rejoue, elle repère, elle rejoue, elle repère, elle rejoue, elle repère. Et elle finit fauchée. Elle vient d'être victime d'un biais d'optimisme. Vous allez me dire, bah ça, c'est négatif. Sauf que ce n'est pas tout le temps le cas. Par exemple, j'ai un collègue à moi, Stefano Palminteri, qui travaille à l'ENS, qui lui, il travaille sur les biais d'optimisme chez les bébés. Et il montre que les bébés ont besoin d'un biais d'optimisme, donc de mal supposer les événements futurs pour, par exemple, apprendre à marcher. Un bébé humain, il essaye de marcher, il tombe, il se casse la gueule. Il peut très bien se dire, bah, il y a de très faibles chances la prochaine tentative, je réussis. J'ai eu mal, je vais juste abandonner le truc. Et donc, Stéphano, il étudie comment le biais d'optimisme, donc cette distorsion de qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur, croire qu'au prochain coup, on va réussir, alors que pas du tout, bah, permet qu'on apprend à marcher. Donc, les biais ne sont pas tout le temps négatifs, ils sont une déviation par rapport à outcome. Je ne sais pas comment on dit outcome en français. Et il y a des tonnes de biais, et on va pas les faire tous. On va continuer, et puis on va voir les biais spécifiques dans la clinique. Est-ce que tout ceci peut être utilisé contre nous? Oui, absolument que tout ceci peut être utilisé comme nous, bien sûr. Donc moi, je ne vous ai pas dit sur quoi je travaille, peut-être que j'aurais dû dire sur quoi je travaille. Donc, je travaille sur comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance. Et un des grands volets sur lesquels je travaille, c'est sur la désinformation. J'ai fait partie du panel d'experts du CSA, qui est maintenant devenu l'ARCOM pour la lutte contre la désinformation en ligne. J'ai fait partie du laboratoire de la désinformation de l'Union européenne, etc., etc., etc. Je travaille avec des associations de protection du consommateur pour tout ce qui est marketing. Euh, bref, l'acquisition de la connaissance est peut-être le fil rouge de toutes mes activités. Donc oui, ça peut absolument être utilisé contre eux. Absolument. Et donc, il y a plein, plein, plein de facteurs qui modulent ces heuristiques. Être stressé, être avec des gens qu'on n'aime pas, être avec des gens qu'on aime, avoir dormi, pas avoir dormi, etc. Mais je veux faire une sorte d'ouverture sur autre chose. Et après, on verra, on va faire notre focalisation sur les entretiens cliniques. Il faut savoir en fait que jusque-là, on a une vision très cérébrocentrée de notre fonctionnement. On parle de cerveau, du cortex préfrontal, etc., etc. C'est normal, je suis neuroscientifique, mais les neurosciences sont un peu dévoyées récemment. C'est un peu pour ça que j'ai écrit Neuromania. Parce que les neurosciences modernes aujourd'hui ne considèrent pas du tout qu'on est juste un cerveau. On n'est pas juste un cerveau.
on a ce qu'on appelle une cognition incarnée. Une cognition incarnée, c'est une vision qui dit en fait qu'on ne pourra jamais comprendre le comportement d'un humain juste en regardant son cerveau. À cause des modèles dualistes de Descartes, on a tendance à croire que le mental est une sorte de chef d'orchestre, le cerveau est un chef d'orchestre qui est en train de dire à mon bras bouge maintenant comme ça, etc. Dans la cognition incarnée, on retourne ça sur la tête. C'est pas le physique qui gère le mental, mais c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Le mental gère le physique, mais il manque encore un bout à cette boucle de rétroaction. C'est le mental, le physique et l'environnement se nourrissent en permanence. Et pour comprendre le fonctionnement d'un humain, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps prendre en compte cette boucle de rétroaction, activité cérébrale, donc la psychologie, activité physique, donc l'état physiologique de la personne, et son environnement. La cognition incarnée a été hypothétisée dans les années 90 par Francisco Varela et Humberto Maturana d'un point de vue plus philosophique. Elle est devenue expérimentale dans les années 2000, mais on retrouve ses prémices dans une expérience assez horrible, mais que je ne vais pas me priver de vous raconter, dans les années 40 par deux chercheurs qui s'appellent Heil et Held, qui voulaient voir est-ce qu'on est vraiment juste un cerveau dans un bocal, comme on peut le dire. Ils ont pris des petits chatons, et à leur naissance, ils leur ont bandé les yeux. Ils voulaient faire en sorte que ces deux chatons reçoivent tout le temps les mêmes informations visuelles. Et puis, ils voulaient évaluer leur système de vision. Et donc, les deux chatons sont bandés, ont les yeux bandés, ils voient rien. Et quelques fois par jour, ils les mettent dans ce carrousel. Et ce carrousel a sur le mur des bandes comme ça verticales, de telle manière à ce que les deux chats voient tout le temps la même chose. Et la seule différence entre ces deux chats, c'est que ce chat-là, il peut se mouvoir dans le carrousel grâce à son corps. Et ce chat-là, il est porté par une nacelle. Il voit la même chose, c'est juste que c'est pas lui qui se bouge dans l'espace. Et ce que Hein et Held ont montré, c'est qu'après quelques semaines, quand ils ont fait des évaluations de la vision de ces deux chats, ce chat avait une vision relativement normale et ce chat était quasiment aveugle. Et que, en fait, on ne voit pas juste avec nos yeux et encore moins avec notre cerveau, mais on voit avec tout notre organisme qui est, c'est de là que vient incarné, qui est incarné, on parle d'énactivisme, qui est incarné dans un environnement. Et ça change un peu comment on pense la santé mentale. Ça nous apporte une sorte de vision non réductionniste de l'humain. Parce que dans la santé mentale, on a tendance à croire que les troubles mentaux sont comme les autres troubles. La médecine utilise un modèle qui s'appelle le modèle biomédical. Et le modèle biomédical part de trois principes fondateurs. Une personne qui est malade, c'est une personne qui a un pathogène. Une personne qui est pas malade, c'est une personne qui n'a pas de pathogène. Et pour qu'une personne malade devienne non malade, il faut soigner le pathogène. Le problème, c'est qu'on a utilisé ce modèle biomédical sur la santé mentale et de plus en plus d'articles sont en train de se dire, en fait, on ne peut pas. Le modèle biomédical n'est pas un bon modèle pour l'approche psychothérapeutique. Parce que, imaginez, je sais pas, je suis une femme, j'ai 40 ans, je suis brillante, j'ai jamais eu d'antécédents psychologiques. Je suis recruté dans une nouvelle boîte sur le COMEX avec un salaire qui est triplé, donc c'est très flatteur. Je vais à cette réunion de COMEX. Dans mon COMEX, il n'y a que des hommes, et ces hommes me font des remarques sexistes, genre plusieurs fois par jour. Petit à petit, je commence à aller au travail avec une boule au ventre, et je développe un trouble anxieux. Est-ce que vous pouvez dire que j'ai un pathogène? Ce serait complètement absurde. Le pathogène, il est extérieur à moi, il est dans mon environnement. Et ça sert à rien d'aller me faire une psychanalyse ou me demander comment était ma relation avec mes parents, ou même des TCC, me dire, on va étudier tes pensées, machin, machin. Il faut aller soigner la tête des autres. Quand l'homosexualité était dans le DSM, on a essayé de soigner le pathogène en faisant des thérapies de conversion. Ça poussait juste les personnes homosexuelles vers le suicide. Et comment est-ce qu'on a fait? On a soigné la société. On a dit non, l'homosexualité, c'est pas une maladie. Bon, il y a encore de l'homophobie, mais une personne homosexuelle dans un environnement non homophobe va tout aussi bien ou mal qu'une personne non homosexuelle. Et donc, on est en train d'essayer de remplacer ce modèle biomédical par un modèle qui s'appelle le modèle biopsychosocial. Donc, où on prend ce triptyque, la psyché, le corps et l'environnement. Et toute la question dans une thérapie devient est-ce que j'agis sur le patient ou sur l'environnement? En gros, de se demander quel est le bon niveau explicatif pour traiter cette personne. Une personne qui a une anxiété sociale, j'ai besoin de traiter son cerveau, entre guillemets, dans le sens où elle stabilise l'ambiguïté du monde en se disant les gens me jugent négativement alors que c'est pas vrai. Mais une personne qui subit du harcèlement, en fait, c'est pas son organisme qu'il faut soigner, c'est son environnement. Parce qu'elle, elle ne fait rien. Il y a un psychiatre qui s'appelle Thomas Fuchs qui travaille sur une vision incarnée de la psychiatrie. Et il dit une personne déprimée peut être déprimée à cause de problématiques dans son cerveau. Elle peut être déprimée à cause d'une hygiène corporelle. Elle dort pas assez, elle s'hydrate pas, elle vit dans un endroit aussi hyper pollué, etc., etc., etc. Ou une personne peut être déprimée parce qu'elle baigne dans un environnement qui lui donne une dépression. Un peu comme si je commence à tousser parce qu'il y a de la fumée dans la pièce. C'est pas mes poumons qui ont un problème. Soit j'ouvre la fenêtre, soit je sors de la pièce et mes poumons vont assez bien. Et donc, ça devient, par exemple, très important de prendre en compte le corps, par exemple, si je suis en train de gérer
Les troubles anxieux, bah, le burn-out, c'est une très bon exemple, Fanny. Donc, il y a par exemple, on dit faites du yoga, faites de la sophrologie, les chakras, ça n'a rien à voir avec les chakras, en tout cas, on ne le pense pas. C'est une vision de la cognition incarnée ou ce qu'on appelle une perspective constructiviste. Et donc, il faut finir un peu avec la séparation du corps et de l'esprit et tout ce qui est psychosomatique. Tout est psychosomatique tout le temps. C'est un non-sens. Tout est même psycho-environnementalo-somatique tout le temps. Ça nous arrive à notre dernière partie, qui est, bah, du coup, quels sont les biais, à la lumière de tout ce qu'on a vu, qui peuvent toucher la prise de décision médicale. Il y a deux articles principaux sur le sujet, un sur lequel j'étais conseiller, on va dire, qui était sur des neurologues, mais c'est un peu la même chose, et un autre qui est plus général. Donc ça, c'est le premier, avec Benjamin Rowe, qui est un très bon ami, euh, où j'ai collaboré sur le papier. Donc, il parle de certains biais. Le tableau est petit, vous n'allez pas pouvoir lire, donc j'ai trouvé un autre, mais les deux articles disent un peu les biais similaires. Donc, on va faire la liste. Ça va être chiant, mais c'est comme ça. On va faire une liste de biais. C'est pas la partie que j'aime le plus, mais c'est pas grave. Le premier, c'est le biais de cadrage. Donc, comment vous cadrez une information à votre patient, ou votre patiente, ça va impacter la manière dont la personne va le recevoir. Si je dis à une personne, oula, vous êtes borderline, c'est très différent de si je dis, bah, en fait, si vous êtes en train de dire le diagnostic, j'invente des scénarios, hein. Vous avez une personnalité borderline et c'est quelque chose qu'on soigne très bien. À peu près 80% des personnes qui ont une personnalité borderline, en fait, arrivent à ne plus avoir les difficultés que vous êtes en train d'avoir. Comment je cadre l'information? Le deuxième, c'est quelque chose que je vois très, très souvent en clinique quand je fais des supervisions. Ça s'appelle le biais de commission. C'est quand on préfère faire quelque chose que pas faire quelque chose. Donc on va demander à la personne, il faut qu'on creuse, il faut qu'on machin, il faut que machin. Alors que très souvent, si vous faites de la thérapie en ville, moi je fais de la thérapie en ville, je fais de la thérapie en marchant. Je n'ai même pas de cabinet, je marche avec les personnes dans la rue, puisque j'adhère au cadre de la cognition incarnée. Bah parfois, ça va m'arriver de dire à des personnes, vous voyez ce que vous avez maintenant, en fait, dans 2 mois, vous allez aller mieux. Quoi qu'on fasse, dans 2 mois, vous allez aller mieux. On a le choix. Vous pouvez continuer à venir si ça vous fait plaisir de me parler, mais quand vous allez aller mieux dans 2 mois, vous n'allez pas dire que c'est parce que je suis bon psy. C'est le temps qui est en train de faire quelque chose. Et si vous n'avez pas envie de venir, dans 2 mois, vous allez aller mieux. Vous pouvez attendre, et dans 2 mois, si vous n'allez pas mieux, revenez me voir. Mais a priori, dans 2 mois, vous allez aller mieux. Et donc, parfois, ne rien faire, c'est très bien aussi, parce que je ne suis pas en train de créer de fausses croyances chez les patients. D'autres biais qu'on retrouve en clinique, par exemple le biais de disponibilité, aussi très très commun si vous travaillez dans des milieux hospitaliers. On va avoir tendance à privilégier les hypothèses qu'on a croisées récemment. Par exemple, j'ai vu, je sais pas, trois ados qui ont des anxiétés de performance à l'école. J'ai une quatrième personne qui vient. On dit, ah, j'arrive pas à travailler. Ses parents me disent, il a beaucoup de mal à l'école, etc. Je vais dire, bah, anxiété de performance, c'est classique, tout le monde l'a maintenant. Alors que si ça se trouve, c'est un un TND, qui est un très bon diagnostic différentiel avec l'anxiété. Et je vais le rater parce que c'est le biais le plus disponible. Le biais de négligence du taux de base, c'est quelque chose de statistique. C'est quand je néglige combien quelque chose est possible dans une population. Et donc, je pense que quelque chose est très spécifique alors qu'il est très général. Par exemple, les burn-out. On va penser qu'une personne qui fait un burn-out, il faut qu'on lui apprenne la résilience, qu'on lui apprenne la gestion de l'anxiété, etc. Alors qu'une grande partie de l'explosion des burn-out qu'on est en train de voir à partir de 2015 ne peut pas s'expliquer par ce qu'on appelle des facteurs internes. Donc, la personne n'est pas le bon niveau explicatif. C'est plutôt l'hygiène de vie qui est pas bonne. Et donc, on va négliger le fait qu'il y a une explosion de burn-out. On va penser que c'est spécifique à notre patient ou notre patiente, alors que pas du tout, à notre ado, par exemple. Le biais de confirmation, c'est le biais le plus connu de tous. C'est avoir tendance à vouloir confirmer ce qu'on pense. Donc, par exemple, j'ai un jeune qui vient me voir qui me dit qu'il a des sauts d'humeur. Donc, je me dis qu'il est peut-être bipolaire et qu'il est en train de déclencher un nouveau trouble bipolaire à 16 ans. Et donc, je vais aller chercher et creuser, 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 creuser pour confirmer ce que je crois. Alors que la personne n'est pas du tout bipolaire et elle a des sauts d'humeur comme tout le monde pourrait en avoir. Mais j'ai confirmé mon truc. La règle de conjonction, c'est quand je vais vouloir euh, faire tout un tableau clinique complexe pour mettre plein de trucs, au lieu de réaliser en fait que ça peut être juste une chose qui peut expliquer tout, ou l'inverse. Donc, c'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, que si vous avez une hypothèse qui utilise le moins d'hypothèses possible,
c'est celle qu'il faudrait privilégier et explorer avant de rajouter des tonnes de trucs. Donc, me dire, une personne a un trouble anxieux et aussi a un trouble du spectre autistique et elle a une personnalité histrionique et aussi elle est, je sais pas, elle a un trouble de l'humeur, au lieu de dire, je sais pas, que cette personne a une phobie sociale. Parce que la phobie sociale a de l'anxiété, dérègle la cognition sociale. Elle essaye parfois d'attirer l'attention pour pallier, donc ça peut être un peu histrionique pour ceux qui croient à l'histrionie, c'est un autre sujet. Et la personne va déprimer parce qu'elle est en isolement social et en souffrance. Donc ça, c'est la règle de conjonction. J'ai encore 8 minutes, j'ai presque fini. Le biais de surconfiance, bah, ça c'est clairement, par exemple, dans les interactions psychologue et médecin, où le médecin se dit, bah, moi je sais, vous n'allez pas m'apprendre, vous n'avez même pas le droit de faire de diagnostic. Hein, et donc c'est de la surconfiance alors qu'elle ne devrait pas être. J'ai une collègue qui a fait sa thèse sur le sujet, Camille Lacliffi, sur les biais de surconfiance chez les médecins. Hein, une super thèse pour ceux qui aiment bien lire des thèses. Euh, le biais de représentativité, c'est quand, je sais pas, je vois un jeune qui est d'une certaine ethnie ou d'une certaine pigmentation de la peau, euh, et je vais associer des stéréotypes négatifs à cette personne. On a fait cette expérience, par exemple, dans une classe. On a demandé à des étudiants noirs et à des étudiants blancs de faire les mêmes comportements, et puis on a demandé à des gens pourquoi est-ce qu'ils le font. On va souvent croire que les noirs le font parce que ils sont turbulents, et les blancs le font parce qu'ils ont besoin de se dépenser. Le syndrome méditerranéen est un excellent symptôme de biais de représentativité, mais aussi le sexisme. Par exemple, une femme qui fait une attaque cardiaque va, je pense, 30% du temps, plus qu'un homme, être envoyé chez elle en lui disant que c'est une attaque de panique, alors qu'elle est en train d'avoir un infarctus. Le search satisfying, c'est un de mes trucs préférés, bah, avec le dernier, c'est quand on arrête de chercher parce qu'on pense qu'on a trouvé. Donc, le nombre de fois que j'ai vu des étudiants tomber dans ça, donc ils font leur entretien d'anamnèse et ils réalisent que la personne a un trouble anxieux et ils arrêtent. Alors que s'ils avaient continué à explorer, un peu comme dans un mini, pour ceux qui connaissent le mini, s'ils avaient dit, bah, est-ce que ça vous arrive, je sais pas, de compter avant de traverser une porte ou de vérifier quelque chose plein de fois, ils vont remarquer que cette personne a aussi des TOC, en sachant que pendant longtemps, les TOC faisaient partie des troubles anxieux. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui est anxieux, il faut tout le temps explorer si une personne a aussi des TOC, surtout entre 10 et 17 ans, où parfois c'est des TOC qui se résorbent tout seuls, là aussi. Ça sert à rien d'aller se prendre la tête avec une thérapie hyper poussée. S'il y a quelqu'un qui a 14 ans qui a un peu de TOC, souvent ça se résorbe tout seul. Euh, donc Search Satisfying. Et le dernier, qui est un de mes préférés si vous travaillez en institution, c'est le Diagnostic Momentum. C'est quelqu'un a posé un diagnostic sur un patient, une patiente, je sais pas, en 2000. Ils l'ont noté dans le dossier et ils se font de la transmission d'équipe médicale en équipe médicale et l'étiquette reste alors que la personne n'est plus du tout la même d'il y a 20 ans. Mais personne ne se dit, OK, moi je vais regarder cette personne avec des yeux nouveaux et je vais découvrir en fait que c'est plus du tout adapté. Ça arrive aussi en clinique de ville où vous envoyez une lettre à un confrère, à un consoeur en disant, je vous envoie monsieur machin ou madame machine qui souffre d'eux. Et donc vous, vous dites, bah, il a bien fait son travail, elle souffre d'eux, alors que potentiellement, c'est plus du tout d'actualité. La personne avait des TOC quand elle avait 15 ans, aujourd'hui elle en a 20, elle en a 30, elle est anxieuse, elle vérifie parce qu'elle est anxieuse, elle n'a plus du tout les pensées magiques associées au TOC, mais vous continuez sur votre lancée. Je conclus, parce que j'ai encore 5 minutes, avec deux citations que j'aime beaucoup. La première, c'est une des idées les plus dangereuses qu'une personne pourrait avoir, c'est de se dire, si tout le monde était comme moi, le monde serait un endroit meilleur. Ah, c'est très plaisant comme idée, mais elle n'est pas vraie. On a besoin de différents a priori pour avoir différentes stabilisations de l'ambiguïté du réel et avoir une vision plus riche. Et donc, c'est très important d'écouter le vécu subjectif des patients et des patientes, surtout quand ils sont jeunes, parce qu'il faut se rappeler que les jeunes n'ont pas les mêmes a priori que les adultes, donc parfois ils stabilisent l'ambiguïté de manière hyper chelou, genre vraiment, vraiment, vraiment chelou. Et si vous leur demandez pas de vous donner accès à leur monde intérieur, vous n'allez jamais comprendre. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et ça va pas à la tête, genre, il est complètement débile. Alors que pas du tout. Pour lui, sa stabilisation de l'ambiguïté était hyper rationnelle, c'est juste que vous n'y avez pas accès. Et donc de tout le temps demander aux enfants de donner accès. Encore une fois, j'ai une petite fille de 4 ans, pourquoi elle pète des plombs et je comprends rien. Et du coup, j'essaye, parfois j'y arrive pas, et parfois j'y arrive, j'essaye de lui dire, est-ce que tu peux m'expliquer? Et souvent, quand elle m'explique, je me dis, bah, si j'étais à sa place, j'aurais pété un peu le câble aussi. C'est juste qu'elle m'explique qu'elle voulait pas que j'appuie moi sur l'ascenseur, et elle voulait l'appuyer, et donc quand moi j'ai appuyé, elle a pété un plomb. Euh, c'est pas légitime, mais c'est cohérent. Est-ce que je peux redéfinir la règle de conjonction? Oui, je peux redéfinir la règle de conjonction. C'est quand on va faire une sorte de millefeuille diagnostique, au lieu de privilégier une hypothèse beaucoup plus, quel est le mot que je suis en train de chercher? Je cherche un mot très particulier
que j'ai dit en plus tout à l'heure, mais beaucoup plus parcimonieux, je n'avais pas dit tout à l'heure, mais je le dis maintenant, beaucoup plus parcimonieux, qui peut expliquer le même tableau. Et la dernière citation, c'est qu'est-ce que réfléchir, c'est une façon élégante de dire changer d'avis. C'est très important de changer d'avis quand on est clinicien, parce que le but, c'est d'écouter le patient, pas de faire en sorte que le patient ou la patiente nous écoute. Merci beaucoup. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn que j'utilise pas, mais vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, Facebook, Instagram, Blue Sky, Threads, machin. Ou souvent, je suis invité sur d'autres chaînes. Donc, si vous tapez mon nom sur YouTube, vous allez tomber sur beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. Ou lire mes livres aussi, qui sont là. Donc, il y en a trois. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, on a encore 3 minutes. Je peux rester un peu plus pour ceux qui veulent rester un peu plus. Pour les autres, je comprends. Euh, mais merci pour votre attention, encore une fois. Bah, merci beaucoup Albert pour cette présentation vraiment très très riche et qui je pense nous renvoie à beaucoup d'humilité aussi dans le lien qu'on a avec les patients et dans la manière dont on les perçoit et aussi un grand vertige face aux biais qu'on a tous mais en ayant une meilleure connaissance je pense que ça aide aussi à se questionner et puis voilà à appréhender les patients et avec les personnes avec lesquelles on travaille de manière je vais dire, plus fonctionnel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Tout le monde est vraiment très, très content. Il y a quelqu'un, C'est pas pensez-vous, ça. du Pas pied très au... vite. Là. Théo, est-ce que tu as, toi, Ouais, peut-être. en fait, tu as pas mal répondu effectivement à toutes les questions pendant le webinaire. Là, juste à la fin, que pensez-vous du biais d'escalade d'engagement? N'est-ce pas une façon pour certains thérapeutes de garder leurs patients? Euh, donc, le biais d'escalade d'engagement, c'est quand vous avez pris une décision et vous allez persévérer, même si vous savez peut-être ou pas que c'est une mauvaise chose. Vous allez continuer, continuer, continuer. Euh, on le voit, l'exemple que je donne souvent, c'est au poker. Genre, si vous jouez au poker, vous avez mis beaucoup de pièces sur le tapis et vous voyez que vous n'avez aucune chance de gagner, mais vous continuez en disant peut-être que la dernière carte va être une sorte de miracle qui a 0,001% de chance. C'est la même chose en thérapie. Vous continuez à persister que la personne, je sais pas, est borderline, alors que clairement elle l'est pas, parce que vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec ça. Existe-t-il trois cerveaux comme on l'entend? Absolument pas. La théorie du cerveau très unique a été développée par un monsieur qui s'appelle MacLean dans les années 80 et il s'était trompé. Et même lui, il le dit, mais ça n'empêche pas que des gens continuent Ça reste. à s'y Continue à être enseigné, malheureusement. et ça continue à être enseigné dans plus de 80% des bouquins de psychologie, ce qui est une complète folie, mais c'est comme ça. J'ai pas travaillé avec euh, c'est où avec C'est des élèves pas. de SECPA. J'ai travaillé avec le NPJJ, sur la protection de la jeunesse, donc avec des jeunesses qui sont des jeunes dans des situations assez difficiles, notamment avec les psychologues de l'ENPJJ. Je leur ai fait plusieurs conférences à différentes antennes en France, mais j'ai pas travaillé avec des élèves SECPA. Merci pour la tâche Stitch. Je l'aime beaucoup aussi. Euh, c'est quoi le souci d'hygiène dans le burn-out? On ne sait pas encore trop, mais on pense que c'est lié à notre sursollicitation attentionnelle. C'est qu'on est tout le temps, notre attention est tout le temps engagée. Ça semble être pas une très très bonne chose. Et aussi à la pression de performance. Ne Euh, pas tomber dans les biais que tu as décrits. Parce que la métacognition peut être. Pardon, j'ai Ouais. pas entendu. Je disais, ouais, il y a une personne qui demandait, Emmanuel, qui demande comment ne pas tomber dans ces biais. On ne peut pas ne pas tomber dans ces biais. Moi, je bosse sur les biais cognitifs depuis 20 ans maintenant. J'ai autant de biais que vous. Il faut plutôt, comme disait Gaston Bachelard, penser contre son cerveau. Donc, quand j'ai une idée, au lieu de m'exciter et de me dire, ah ouais, elle est géniale, je vais essayer de penser contre elle et surtout, je vais demander de l'aide aux autres. On est des animaux sociaux et c'est une folie de cette époque de croire qu'on va pouvoir faire des choses seuls. Donc j'ai des sortes de groupes de potes qui sont un peu mes garde-fous et je suis leur garde-fou selon les sujets de vie auxquels je fais face. Et je leur dire, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Ça s'appelle le paradoxe de Salomon. On est très bon à conseiller aux autres, on est nul à se conseiller à soi-même. Et du coup, si on se conseille les uns les autres, c'est tout le temps mieux. On ne peut pas avoir moins de biais. Enfin, on peut avoir moins de biais en s'entraînant sur une tâche, mais ils ne sont pas euh, transférables. Donc j'ai moins de biais que peut-être que vous dans le design d'une expérience en neurosciences, mais j'ai autant de biais que vous sur comment réparer une voiture, sauf si vous êtes mécanicien en parallèle. Euh, on ne peut pas avoir moins de biais. Euh,
Talk Walk Therapy, non, aux États-Unis, triade, cognition, activité physique, nature. How do you personally, Albert, help yourself with those bias? Encore une fois, I help myself en demandant de l'aide. I don't help myself, others help me. Hmm. Parce que c'est pas possible de s'auto-helper. Euh, donc, on peut réduire les biais dans une situation, mais ça demande de l'entraînement. En gros, le raisonnement critique, c'est quatre piliers. Deux que vous pouvez apprendre, un qui galère et un que vous ne pouvez pas apprendre. Le premier, c'est connaître les biais. Le deuxième, c'est connaître les pièges de raisonnement, ce qu'on appelle les paralogismes et les syllogismes. Ça, vous pouvez apprendre, il n'y a aucun souci, ça prend même pas beaucoup de temps. Et donc, développer ce qu'on appelle votre contrôle métacognitif. Et ça s'apprend, c'est pas très grave. Les deux autres piliers sont plus compliqués. Le troisième, on appelle ça un set d'attitudes. Donc, être ouvert d'esprit, accepter de changer d'avis, accepter d'avoir tort. Bonne chance pour apprendre à quelqu'un d'arrogant comment ne pas l'être. Alors, vous pouvez essayer, bonne chance. Mais surtout, le dernier pilier, lui, il est impossible, c'est avoir une bonne compréhension épistémique du sujet. C'est en gros être expert dans le sujet auquel je suis en train de réfléchir. Si je reprends l'exemple de ma voiture tombe en panne, j'ai d'un côté l'expert mondial des biais. Il a une super bonne métacognition, il connaît tous les biais, il connaît tous les paralogismes, et c'est une personne super humble, mais il ne s'y connaît pas en mécanique des voitures. Et à côté, j'ai mon mécanicien qui n'a jamais entendu parler des biais cognitifs, qui n'a rien à foutre du cerveau et de la psychologie, mais il comprend les mécaniques des voitures. Je donne ma voiture à la deuxième personne, jamais à la première. En gros, on peut pas appliquer notre métacognition sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Et on n'a pas le temps, notre vie est trop courte pour maîtriser tous les sujets. Et donc, on a besoin des autres. Je peux avoir moins de biais sur des sujets sur lesquels j'ai beaucoup bossé, lire un article scientifique en neurosciences cognitives plutôt lié à la cognition. Oui, mais si vous me donnez un article de neurosciences computationnelles et vous me dites évalue-le, bah, je lis les premières formules mathématiques et je vous dis ça tient la route ou pas selon genre rien du tout parce que je ne les comprends pas, tout simplement. Est-ce que les biais cognitifs sont le résultat de fonctionnement de la personnalité ou l'inverse, comme dans l'approche TCC? C'est une boucle de rétroaction. C'est les deux. Tout est en rétroaction. On appelle ça les systèmes dynamiques complexes. Et on fait partie d'un fonctionnement de système dynamique complexe. Le travail sur la connaissance passe-t-il par les savoirs de base en premier lieu? Ça dépend quel genre de connaissance. Et surtout, la connaissance pourquoi? Est-ce que c'est pour agir? Est-ce que c'est pour réfléchir? Ça dépend pourquoi. Théorie cerveau gauche, cerveau droit, faux, puissance 100 000. La théorie du cerveau reptilien, faux, puissance 100 000. Euh, Qu'en est-il des biais aux tribunaux? Bah, j'ai fait des conférences pour des juges et pour des avocats sur les biais dans la prise de décision de justice. Il y a plein de travaux. Vous pouvez regarder les travaux sur les témoins de Elisabeth Loftus, par exemple. Euh, Merci Anne-Laure. Quand on dit c'est comme ça, est-ce un biais de confort pour ne pas avoir, bah, c'est surtout souvent un biais d'autorité. L'intervention est en replay, oui. Accès au PowerPoint, oui. Comment là fait-on la différence entre les pensées dysfonctionnelles, les schémas cognitifs et les biais cognitifs? Bah, déjà, une pensée dysfonctionnelle, il faut savoir qu'elle est dysfonctionnelle. Donc, euh, les schémas cognitifs, c'est tout. Il y a des schémas cognitifs qui vont être des pensées dysfonctionnelles, des schémas cognitifs qui ne vont pas l'être. Et les biais cognitifs, c'est une stratégie cognitive qui rentre dans les schémas cognitifs et qui peuvent être dysfonctionnels ou pas. Est-il possible d'avoir une attestation par situation? Je pense que oui. Je pense Non, que j'ai entendu non, c'est Vincent. pas Ah non, possible, on pas l'a pour dit les en début. webinaires. Pas pour les Ouais. webinaires. Pas pour les webinaires gratuits, c'est malheureusement pas possible. Pas possible. Théodore, On partage arrive, mon texte. je On pense, va à la arriver à la fin. fin des questions, ouais. Encore vraiment un grand merci Albert pour cette présentation vraiment très très claire. Et puis voilà, merci aussi à tous les participants de nous avoir retrouvés et puis de faire vivre aussi ces webinaires à nos côtés. On Merci sera à vous. très heureux de vous retrouver pour le prochain. Je ne sais pas si tu as la date, Vincent. Oui, le prochain, c'est... Hop, voilà, pardon. Annie, en attendant la date, je me suis intéressé à ce sujet de psy cognitif par hasard, tout simplement. Je ne savais pas quoi faire, j'étais paumé, je suis tombé dedans. Donc, le prochain webinaire sera le mardi 10 juin sur la thérapie multifamiliale qui nous sera présentée par Lisa Mignet, Solange Coupe-Darzens et Jeanne Duclos, qui sont psychologues et docteurs en psychologie spécialisés en thérapie familiale. Voilà, et vous pourrez vous inscrire à partir du 2 juin sur le site de la PPEA. Et puis, je rappelle, du coup, on l'a vu à l'instant, ce fera de ma part, mais les livres d'Albert Moukébert, ainsi que le podcast Votre cerveau disponible sur l'appli France Culture, qui sont passionnants. Et vraiment, merci beaucoup pour cette intervention. Je me disais, en fait, on devrait vous inviter pendant 4 heures. Il y aurait Merci. toujours des choses à apprendre.
voilà, je réponds du coup un petit peu sur le biais cognitif, enfin sur la tendance à imaginer ce que l'autre dit. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour toutes ces infos et tous ces éléments. C'était vraiment passionnant. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à Bonne Bonne toutes et à soirée. tous. Merci. Au revoir.